Bienvenue dans cette visite, bienvenue à Ardelaine, je suis Benjamin, c'est moi qui vais vous accompagner. Voilà. Ici, notre site se trouve au bord d'une rivière qui s'appelle la Verroueigne, d'accord, donc elle est là dans le fond de la vallée, et les premières traces d'activité, elles remontent au XIVe siècle. C'était un moulin, d'accord, et l'endroit que monsieur a visité tout à l'heure, eh ben, c'est l'endroit où se trouvait la roue du moulin, puisque les meules tournaient grâce à l'énergie hydraulique fournie par la rivière. Le barrage, il est en fait derrière le pont, vous voyez là, il y a le camping. Donc au niveau du camping, eh bien, partait un barrage qui acheminait l'eau jusqu'ici pour retomber dans la roue, pour y installer des machines et créer une filature de laine. Voilà. Donc ça c'est le milieu du 19e. Une filature de laine qui est restée en activité environ un siècle, jusqu'au début des années 60. Donc le seul bâtiment d'origine, c'est ça. Tous les autres bâtiments que vous voyez, c'est Ardelaine qui les a construits au fur et à mesure de son développement. Alors pour vous donner une petite idée, on va aller visiter de toute façon, mais là-bas c'est l'atelier matelas. Dans la laine. Les membres de l'atelier sont responsables de leurs activités, gèrent leurs commandes et leur planning. Pour Joël, c'est une façon de redonner du sens au travail. Les postes tournent suivant... chaque fois qu'on a acquis un savoir-faire, on progresse et jusqu'à avoir le matelas complet. J'ai travaillé dans le textile, en usine. J'étais en début de chaîne, c'est-à-dire que je nouais les chaînes, mais je ne voyais pas le travail fini. On n'avait que du tissu neutre, blanc, tout ça. C'est vrai qu'ici, l'avantage, c'est qu'on voit le produit fini. C'est une fierté, en fait. Le bâtiment qui est là, et bien sur la partie droite, c'est l'espace musée. Café-librairie, où sont développées les idées fortes qui sont à la base de la coopérative. Le patrimoine ardéchois, l'économie sociale et solidaire, le textile et bien sûr l'écologie. Et à gauche, c'est un atelier de transformation de la laine qu'on va visiter tout à l'heure. Et le dernier bâtiment en date, c'est celui-ci, il a une douzaine d'années. Donc le café-librairie, l'accueil, à l'étage des bureaux et au deuxième étage le restaurant, la cerise sur la rue. Puisque Gérard et Béatrice, deux des fondateurs, découvrent le site en 1972. On est arrivé la première fois ici en 72, on a vu la propriétaire, on a dit écoutez, on est venu pour voir la filature, est-ce qu'on peut voir? Elle nous dit bah, non, c'est dangereux, tout est écroulé, mais si, on veut voir quand même. Donc elle nous a laissé entrer. À ce moment-là, donc que ce bâtiment et puis juste un petit chemin de terre pour descendre. Rien n'était aménagé, c'était encore à l'ancienne. La gamme s'étoffe petit à petit avec les couettes et les oreillers. L'activité se développe. La fabrication de vêtements, elle démarre en 86-87. Dans un premier temps, du coup, elle tricotait ici à la main. Ça n'a pas duré très longtemps parce que ça demandait beaucoup de temps et d'énergie pour des revenus très petits. Voilà. Donc l'atelier de vêtements s'est rapidement installé à Valence, dans un quartier prioritaire qui s'appelle le quartier Font-Barlette, et notre atelier se trouve toujours là-bas. Pourquoi Font-Barlette? Convergence d'intérêts. Donc je vous disais, une partie du groupe de temps en temps allait travailler à Valence pour gagner de l'argent, alimenter le pot commun. La municipalité de Valence, à cette époque-là, cherchait à relancer les activités économiques dans les quartiers en difficulté. Et il se trouve que dans le quartier de Font-Barlette était présente une importante communauté arménienne qui avait un important savoir-faire dans le domaine du textile. Voilà. Donc tout ça a fait que l'atelier de création et de confection des vêtements d'Ardelaine s'est installé à Font-Barlette et se trouve encore aujourd'hui. Donc c'est un statut particulier qui implique que la majorité du capital de l'entreprise appartient aux salariés associés. Et c'est fixé dans le statut, donc on ne peut pas le modifier, on ne peut pas être acheté par un grand groupe ou par un millionnaire en goguette qui a envie de faire un investissement en Ardèche. Prenez en scope. Alors, faites attention parce que le scope, c'est un statut dont on entend parler régulièrement, mais ça n'implique pas nécessairement que tous les salariés sont associés. On peut avoir une boîte de 300 personnes et c'est que les deux gérants qui sont en scope entre eux. D'accord? Ardelaine a fait le choix d'associer l'ensemble des salariés. Donc c'est pas pareil. Dans une coopération qui est plus poussée que dans d'autres cas. Autre particularité, on a tous le même salaire. Donc on est tous au SMIC. Donc on tient compte des réalités financières de notre entreprise. La seule exception, c'est les gens qui sont à la direction.
mais c'était pas forcément une volonté, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on dépasse un certain seuil, on est obligé d'avoir des cadres. Les cadres cotisent dans des caisses qui sont autres que les salariés de base, entre guillemets, et donc ça implique forcément des salaires qui sont un petit peu plus élevés. Voilà. Mais ils touchent, elles touchent, c'est que les femmes actuellement, 1,2 fois le SMIC. Vous voyez que l'échelle est très réduite. 170 éleveurs, c'est environ 25 000 brebis qui nous fournissent entre 60 et 70 tonnes de lait. Certaines races sont destinées au textile, d'autres races sont destinées à la literie. Les laines n'ont pas les mêmes caractéristiques, donc on ne va pas en avoir le même usage. Et on va aller dans un atelier, ça va permettre de voir et toucher la laine et d'en parler. C'est le moment où on va voir si la laine est de qualité. Alors pour avoir une laine de qualité, il faut avoir des animaux bien nourris tout au long de l'année. On s'engage auprès d'Ardelaine à ne pas traiter avec des organochlorés ou des organophosphorés, qui est une transparence sur la qualité de la fibre. Moi, ça me paraît quelque chose de tout à fait essentiel et important. D'une part, eux, ils sont sûrs de la matière première qu'ils vont travailler, et nous, on a une reconnaissance en termes de qualité. Julien est l'un des tondeurs de la coopérative. Au printemps, il part 4 mois sur les routes de la région, à la rencontre des éleveurs et de leurs troupeaux. Une tondeuse adaptée, des mocassins qui évitent de glisser, des ressorts pour soutenir le dos. Julien tond à lui seul plus de 10 000 brebis chaque année. Pour la saison de tonte, on embauche 2 ou 3 tondeurs saisonniers qui viennent nous filer un coup de main. Après le lavage, la laine commence son parcours dans les ateliers de la coopérative. Première opération, ouvrir la toison, l'aérer pour qu'elle soit bien gonflante. Elle est alors prête à rejoindre l'atelier matelas. Avant d'arriver ici, la laine, elle est lavée. Pendant 25 ans, on a lavé sur notre site ici. Mais c'était pareil, c'était de l'installation de récup, comme tout à Ardelaine, des bars. Donc ça demandait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. La quantité de laine à laver augmentait avec la réussite de l'entreprise, alors que le débit de la rivière, lui, il diminue. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Donc il y a un moment où c'était plus possible, c'était plus rentable, c'était plus intéressant. Donc on a cherché des partenaires extérieurs. Aujourd'hui, on en a 2 principaux. Un dans le nord de l'Italie pour la partie textile et un en Haute-Loire pour la partie literie. Ici, on est sur la partie literie. La laine qu'on travaille, c'est la blanche du Massif central. Alors c'est très local. Et ça, c'est la laine qui revient du lavage. Donc elle a été compactée pour économiser le volume de transport, évidemment. Là, il y a tout. Mais vous voyez que même en revenant du lavage, eh ben, il y a encore des brins d'herbe, de la poussière et de la paille et tout ça. D'accord? C'est parce qu'on fait un lavage respectueux de l'environnement. Ces débris végétaux que vous voyez là, dans l'industrie classique, ils sont éliminés à l'acide sulfurique. Ah d'accord. D'accord? Donc chez nous, c'est pas le cas. Le savon utilisé est biodégradable, les eaux sont retraitées et les résidus sont épandus sur les prairies alentours. Pour Ardelaine, le respect du milieu naturel est fondamental. Pouvoir compter sur des partenaires qui partagent la même éthique, c'est important. Dans un secteur textile déstructuré, il faut se serrer les coudes. Après le lavage, la laine commence son parcours dans les ateliers de la coopérative. Alors, elle est écrasée, alors qu'on veut l'utiliser pour la literie. Donc on a besoin de beaucoup de ressorts, beaucoup de gonflants. Donc la première étape, quand elle a réussi, c'est de lui redonner du goût. Donc, c'est pas encore le cardage. C'est ce qu'on appelle l'ouvraison. Je vous débarrasse si vous voulez. L'ouvraison, donc on va ouvrir la laine, ça se fait dans la machine qui est là. Donc ça, c'est un assemblage unicommande, parce qu'en fait, c'est 2 machines différentes que les collègues vont assembler. La première partie date des années 30, la deuxième des années 40. Donc la laine, elle est placée ici sur le tapis. Dans ce tambour ici, eh ben, il y a une hélice avec des pics. Et la laine, il y a un courant d'air qui brasse la laine. La laine s'accroche sur les pics, ça étire les fibres. Ça les décroche les unes des autres, ça aère tout ça. La même chose se fait, encore plus costaud, derrière le panneau de bois là-bas. D'accord? La poussière se libère. Les poussières les plus fines, elles vont monter, on va les aspirer par en haut. Les poussières les plus lourdes vont tomber, on va les aspirer par en bas.
Et la laine voyage dans un tuyau pour aller directement dans la réserve qui se trouve ici. Hop. Et on obtient des flocons de laine beaucoup plus aérés que ce que vous avez vu tout à l'heure. Oui. Il y a toujours de l'herbe, de la... Oui, Il y a oui. toujours un peu d'herbe, mais il y en a beaucoup moins tout à l'heure. Ah oui, c'est pas la même... Donc c'est quoi cette opération-là? C'est l'ouvraison. L'ouvraison. On ouvre la laine. D'accord. Quand on fait des cardeuses. Oui, cardeuse. Donc c'est seulement après qu'on va faire le cardage. Étirer les fibres. Les peignes, Voilà. C'est comme un peignage, d'accord. L'objectif c'est d'étirer les fibres. notre premier matelas, quand on s'est marié, il a été décarvé. Par un matelassier. Par un matelassier, Voilà. oui. Tout à fait. Voilà. Ma mère, elle faisait refaire les matelas. Ah oui, absolument. Voilà, donc, nous le cardage, il se fait dans cette machine-là. C'est une cardeuse nappeuse. Je vais vous détailler son fonctionnement, on va voyager sur les côtés. Première opération, eh ben, on ouvre la réserve, on prend des flocons et on les place dans le chargeur. D'accord? Tout simplement. On voyage. Donc vous avez tout ce jeu, là c'est de la vieille mécanique, hein, ça date de 1936. C'est un crevette. Donc on l'a récupéré dans le sud-ouest, donc les collègues sont partis là-bas, ils l'ont démonté, ils l'ont chargé dans un camion, ils l'ont ramené ici, ils l'ont remonté et puis ils ont fait les réglages. Et l'aventure, Ardelaine avait la chance d'avoir un mécanicien dans son équipe de départ qui a joué un grand rôle dans le démarrage de l'activité, l'installation des machines, les réglages, puis l'entretien au fil des ans. Oui, Voilà. Donc les flocons de laine, des rouleaux, sur ces rouleaux, des petites agrafes comme sur une carte à main. La laine est travaillée, elle passe dans les rouleaux, et on les tire. Plus on avance sur la machine, vous pouvez me suivre, hein, plus on avance sur la machine, plus les rouleaux sont fins, plus les agrafes sont fines, plus le travail est précis. Et on arrive ici, en fin de travail, ou presque, avec un voile très fin. Un voile très fin. D'accord, très fin et très fragile. oui. Évidemment. Sûrement, oui. Ce voile très fin, il va s'enrouler sur un tambour ici. Là, il n'y a plus d'agrafe, d'accord? C'est enroulé, il y a un tissu et ça s'enroule sur le tissu. Et voile très fin, très fragile. Nous, on cherche à gagner en épaisseur. Donc, on va accumuler les épaisseurs de voile les unes sur les autres pour obtenir ce qu'on appelle la nappe de laine. La nappe de laine, je vais vous en chercher un. Ça, vous n'allez pas pouvoir toucher, mais c'est pour vous montrer quand même. Ouais. Voilà. Tout à l'heure, aux ateliers matelas, vous pourrez toucher. On aura des chutes. Voilà, c'est la nappe de laine, donc c'est ce rouleau-là. Donc nous, on a 3 épaisseurs de couette, parce que dans nos couettes, il n'y a que ça. Oui, c'est ça. Donc en fonction du nombre de tours qu'on choisit, là, on détermine l'épaisseur. Ouais. Dans certains modèles de rayons, on va juste rajouter des flocons au milieu pour gagner encore en épaisseur. Et dans nos matelas, la matière première principale, ce sont les flocons. Et dans certains modèles, on va mettre des nappes de laine. La nappe, ça amène plus de moelleux dans un matelas. Ouais. Les flocons, c'est plus dynamique. Voilà, on détaillera ça tout à l'heure. On est sur la literie. Avant de continuer le chemin vers l'atelier matelas, je vais vous parler un petit peu du fil à tricoter. C'est pas nous qui faisons notre fil, on a un partenaire qui se trouve dans la Creuse, voilà, qui fait le fil de la peinture pour nous. Mais on a des machines ici qui vont me permettre de vous expliquer comment ça se passe, parce que c'est le même principe. Ils ont des machines tout aussi vieilles que les nôtres. Le départ, c'est comme tout à l'heure. Un chargeur, des flocons de laine, des rouleaux, des agrafes. À la fin du côté ici, le voile très fin, et c'est le voile très fin qui voyage sur le pont que vous voyez. Mais pour le textile, pour faire du fil, la fibre, on veut vraiment bien la travailler. Donc en fait, ce voile très fin, il repart pour un tour dans des rouleaux avec des agrafes. Il est décomposé. Puis on en retrouve un nouveau voile ici à ce stade. Vous pouvez pas tout, mais là, vous pouvez le voir. Voilà, vous voyez ce voile très fin. C'est tout ça. À partir de là, eh ben, on va prédécouper ce voile très fin en fil bandelette. Les bandelettes vont voyager sur les sangles en cuir. Ouais. Donc là, on a le préfil. Ouais. Un brin très fin, très fragile, 0 torsion. L'étape d'après se fait dans une machine qu'on appelle un continu à filer. On en a un là. Donc, on prend un gâteau sur la canelière, on le fixe là-haut. Vous voyez, on a plusieurs préfils. Chaque préfil va avoir son couloir. Donc voilà, ça passe ici. Alors ici, là on va régler la tension. Pour faire du fil, il faut régler la tension et il faut régler la torsion.
D'accord? Donc ici, on règle la tension, pardon. Et là, il va y avoir ce petit tire-bouchon qui va amener la torsion. On a donc un brin de laine tordu, voilà, qui va s'enrouler sur la bobine. Il y en a qui tricotent parmi vous? Oui, moi j'ai tricoté, je tricote plus. Donc quand vous achetiez votre fil à tricoter, il n'y avait jamais un seul brin sur votre fil à tricoter. Il y a toujours au moins 2 ou 3 ou 4, 5, 6 brins entortillés l'un dans l'autre. Un seul brin, on ne peut rien en faire. L'équilibre de la tension et de la torsion ne tient pas. D'accord? Donc il faut toujours entortiller plusieurs brins. Donc ça, c'est l'étape d'après. Bon, c'est une machine qu'on appelle une assembleuse qui va assembler les brins. Donc on imaginait, on prend plusieurs bobines. C'est pas le principe des cordes aussi, non? Oui, bien sûr, tout à fait. C'est pareil, les cordes ou les filins métalliques, c'est le même principe. Un seul brin, c'est comme les câbles aussi, les câbles. Exactement. C'est toujours le même principe. Tout à fait. Donc imaginez, on prend plusieurs bobines, on va les accrocher sur une machine similaire, sauf qu'on va assembler les brins dans un seul couloir, et la machine va les entortiller l'un dans l'autre. Voilà, et c'est seulement à partir de là qu'on peut utiliser le fil, que ce soit pour tricoter ou pour tisser. Et à ce niveau-là, il y a des ruptures. Il y a des ruptures, tout à fait. Ça, c'est un aspirateur. Quand le fil casse, il est aspiré ici. Ah, d'accord. Donc, voilà. Le collègue voit ça. Il vient ici, il appuie sur la pédale, c'est un frein. Donc, ça stoppe la rotation. Il récupère le fil ici, il récupère le déburrage de la bobine, il rassemble le truc et il relance. Ah, d'accord. Donc là, c'est un petit continu à filaire. Celui-là, il est plus récent. Là, on est en 1970 à peu près. Voilà, ils ont récupéré ça dans les Alpes. Voilà, c'est une machine italienne. Donc là, il y a une quarantaine de 25 broches, je crois, ou 30 broches. Imaginez, chez notre partenaire, il y en a 250. Donc il y a une personne qui voyage toute la journée, qui surveille. Alors, voilà, en fonction des machines, il y a une petite lumière, ou bien il y a un petit bip-bip quand ça casse. Bon, il y a un petit signal qui facilite un petit peu le travail. On sait qu'il y a certaines pièces, elles cassent régulièrement, donc on est à l'affût et on essaie d'en avoir en stock à l'avance. Il y a d'autres pièces, on les a pas, elles cassent quand même. Donc on demande à des gens de nous faire du travail à façon. Il faut reproduire la pièce telle qu'elle était pour pouvoir relancer la machine. Recéder carrément. Oui, bon voilà. Après il y a différentes techniques. C'est des fontes, non? Oui, c'est plutôt de la fontaine. Oui. Voilà, fabriqué dans les Ardennes. Ah oui. C'est astucieux, hein, quand même. On réserve un autre tuyau qui traverse tout le bâtiment pour amener la laine directement à l'atelier matelas. Les brebis élevées ici sont des blanches du Massif central. Leur laine très frisée a beaucoup de ressorts. Elle est idéale pour la literie. Un matelas de place représente la tonte de 40 brebis. Ces matelas sont des produits durables. Au bout d'une dizaine d'années, on peut les rénover en conservant la laine. Les membres de l'atelier sont responsables de leurs activités, gèrent leurs commandes et leur planning. Pour Joël, c'est une façon de redonner du sens au travail. Les postes tournent suivant... chaque fois qu'on a acquis un savoir-faire, on progresse et jusqu'à avoir le matelas complet, quoi. Comme vous pouvez le constater, notre matelas à ce moment-là, il a 40 à 50 cm d'épaisseur. D'accord, c'est la quantité de laine nécessaire. Un matelas double pèse environ entre 20 et 25 kg selon le modèle. 25 kg, il faut à peu près 40 brebis pour fournir la laine nécessaire au matelas. Alors, une fois qu'on a réparti la laine, donc ça c'est du toucher. Parce qu'à l'œil, vous pouvez avoir l'impression que c'est plat et homogène, sauf qu'en fait il y a des endroits où ça va être tassé et d'autres pas du tout. Donc vous vous plantez. Donc c'est vraiment au toucher qu'on bâtit un matelas. Après on met le tissu au-dessus. On met des petites aiguilles sur les bords pour fermer de manière approximative notre matelas. Et puis ce plan de travail il est troué. Vous voyez, il y a juste des petits tubes métalliques. Au niveau des repères qu'on a fait tout à l'heure, on va prendre une grande aiguille, un fil, on plante, on récupère en dessous, on remonte et on fait un nœud. On peut passer aux étapes suivantes. Tout est clair jusque-là? Oui. On déplace notre matelas. Jusqu'ici, où se trouve la machine à coudre qui nous permet de fermer les côtés. Ça y est, c'est bon, la laine ne peut plus s'échapper. On est tranquille avec ça. D'accord? Vous voyez qu'ici, mes modèles ont mis des repères au crayon. Ça, c'est pour le modèle tradition. C'est notre modèle de matelas où il y a des petits bourrelets à l'ancienne. Et vous voyez ici, là, il y a un matelas qui est en cours de réalisation. À la main,
du fil, une aiguille et on fait les bourrelets, comme on faisait jadis les matelas de laine. Les bourrelets n'ont pas d'intérêt en termes de confort, d'accord? C'est purement esthétique. Oui, c'est joli, c'est Ça a un côté un peu plus carré, ouais. sinon c'est arrondi sur les bords. plus solide. Ah, ça vous donne cette impression? Ouais, Et ben voilà. Ça le rend plus carré. Pour tasser la laine, pour obtenir la hauteur et la densité voulue. Donc c'est à la main, on serre les nœuds progressivement pour baisser, baisser, baisser. Avant le dernier serrage, on va mettre la petite bouffette, d'accord, dans la petite bouffette là, dans les creux, d'accord. Donc c'est joli et puis ça protège le tissu, parce que si on avait le fil directement sur le tissu, comme il y a beaucoup de tension, ça serait un point fragile. Donc la petite bouffette a deux usages. Et une fois qu'on a fini de serrer le nœud, on coupe les fils et le matelas est terminé. Est-ce que vous avez des questions? Celui-là, il n'a pas de bourrelet? Non, celui-là, ça va être un matelas sans bourrelet. Sans bourrelet. On n'a que le modèle tradition qui a les bourrelets. Et ça pèse combien un matelas comme ça? Alors, un matelas double, je vous disais, c'est entre 20 et 25 kg. 20 et 25 kg. Et apparemment, il y a une demande de nouveau pour les matelas en laine. Oui, oui, bah, les gens sont en recherche de matières naturelles. Nous produisons entre 700 et 800 matelas par an. En neuf, hein, plus les réfections, parce qu'on propose la réfection. Oui, d'accord. D'accord. Donc aujourd'hui, il n'y a plus un matelassier qui passe dans les villages chaque année pour rénover les matelas. Vous avez connu ça, vous? Non, je ne l'ai pas connu. Non. Ouais, voilà. Vous avez connu ça. J'en ai entendu parler. Voilà. Mais par contre, on propose toujours le service de recardage. Donc la durée de vie moyenne de nos matelas, en fonction de votre gabarit, de l'attention que vous lui avez accordée, c'est une dizaine d'années. D'accord? Au bout de 10 ans, on peut récupérer votre matelas, ou bien vous l'amener, ou bien quand on passe de votre région, on repart avec. On va ouvrir le matelas. La laine, on la sort et on la repasse dans une cardeuse spécifique pour lui redonner du gonflant. Et on va rebâtir un nouveau matelas avec votre laine. Donc tout est neuf sauf la laine. Donc nouveau tissu, on refait exactement les mêmes opérations, mais ça ne vous coûte plus que à peu près 50% du prix de départ. Et vous avez à nouveau un matelas qui part pour 10 ans. Que nous allons rentrer dans l'atelier couette. Alors on va rentrer dans l'atelier, vous voyez la cuve là, ça c'est un vestige de notre unité de lavage. Ah oui, d'accord. Donc c'est ici que se faisait le lavage. Voilà, c'était très rustique et très contraignant en termes d'entretien et d'énergie. Ça fait un peu léger. Voilà. Donc vous voyez les nappes de laine, elles arrivent ici pour être transformées par mes collègues. Pour fabriquer l'enveloppe en coton biologique, Ardelaine a choisi un partenaire égyptien pour son éthique, un projet social et le respect de l'environnement. C'est quelque chose de magique qu'on ne voit plus. Ce travail artisanal, ce travail d'équipe comme on fait, c'est beau. Sonia a décidé de devenir coopératrice pour participer aux décisions de l'entreprise. Ça fait 11 ans que je suis dans l'entreprise et il me semble qu'au bout d'un moment, il faut dire il y a encore des jeunes personnes derrière qui veulent que ça continue. Un petit atelier à taille humaine. Attention, tu mets les pieds en haut. Donc le tissu en coton bio. Alors petite particularité, donc sur nos couettes et nos oreillers, c'est un coton bio qui vient d'Égypte. On a un partenaire fidèle depuis une vingtaine d'années. C'est un vrai enjeu, l'approvisionnement. Oula, évidemment. du compte, voilà. Donc c'est l'entreprise Sekem. Alors en Égypte, ils ont été un peu pionniers de la culture du coton en bio et même en biodynamie. La biodynamie, c'est des critères encore plus stricts que l'agriculture biologique. Et ils ont vraiment lancé un mouvement fort en Égypte par rapport à ça, tout en respectant également des normes sociales poussées. Donc l'entreprise Sekem avec laquelle on travaille a obtenu en 2003 le prix Nobel alternatif, qui était une forme de reconnaissance à la fois de leurs bonnes pratiques environnementales, mais également de leurs bonnes pratiques sociales. Ah oui, c'est important. Que vous dire d'autre sur l'atelier?
Donc vous voyez, il y a 5-6 personnes qui travaillent ici. Et nous, on est à mi-chemin un petit peu entre l'artisanat et l'industriel. Oui. Ce qui nous pose des soucis, notamment par rapport aux machines. Là, derrière vous, par exemple, c'est une surjeteuse, d'accord, qui est souvent utilisée dans des entreprises qui sont beaucoup plus grandes que nous. Et par exemple, la petite question des petites aiguilles qui font le surjet, eh ben, pour nous, ça peut être un problème. Parce que, en fait, ce sont typiquement le genre de pièces qui ne se vendent qu'à 1000 exemplaires. Alors que nous, on a besoin de 10, quoi. Donc le fait d'être comme ça, un petit peu à l'intermédiaire entre deux mondes, eh ben, ça nous pose aussi des problèmes parfois au quotidien, dans notre fonctionnement, dans les réparations, etc. etc. Ça, c'est une machine qui est assistée par... Oui, alors là, on peut programmer à l'avance les motifs.